Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire, le True Crime, l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Ensemble, nous revisitons les affaires qui ont marqué l'histoire du crime ou qui marquent l'actualité. Chaque semaine, nous sommes avec Jean-Marie Bordry. Chaque semaine, mon cher Stéphane, bonjour. Bonjour, et Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles. Est bonjour avec Stéphane nous. Simon. La revue de Max Skies, le youtubeur aux 2 millions d'abonnés. Et alors, vous avez apporté Je l'ai apporté. La voici en exclusivité pour Sud Radio. Le premier numéro de la revue Affaires criminelles qui sera en kiosque la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 19, m'a-t-on dit. Exactement. Le 19 décembre. Bah, c'est super. Et c'est sur la une, c'est quoi? C'est donc Delphine Jubilard qui a disparu en 2020. Ouais. Son mari sera jugé, Cédric Jubilard, Ouais. courant 2025, à la fin de l'année 2025. Vous avez fait un dossier sur les disparitions Voilà, inquiétantes. sur les disparitions inquiétantes, Delphine Jubilard, Tiffaine Véron qui a disparu au Japon, et la famille Godard aussi, ça remonte. Et je aux vois années qu'il y a 2000. le japonais cannibale, une Absolument. grande histoire des années 80. Absolument. Bon, bah super. Et vous nous en parlez la semaine prochaine. Absolument, Parce que là, on n'a pas eu le temps. détaillera, Ouais. on détaillera le contenu de la revue. Parfait. Aujourd'hui, nous allons vous parler de police scientifique, d'ADN et des progrès absolument remarquables de la science au service des enquêteurs. Nous allons commencer par évoquer l'affaire Guylaine Grivard, une affaire des années 90, un cold case jusqu'à présent sans solution qui a rebondi 28 ans après, et tout cela grâce aux techniques d'analyse de l'ADN. La science va-t-elle permettre de résoudre les mystères criminels? C'est le thème de notre émission. Nous en parlerons avec nos invités. Dans l'affaire de Guylaine Grivard, en tout cas, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Agen a donc décidé de rouvrir une information judiciaire 28 ans après les faits, et le procès pourra intervenir très bientôt, soit 30 ans après les faits. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler cette affaire. Nous sommes en 1994, le 26 mai à 14h exactement, à Mont-Sampron-Libos, un village de 2000 habitants dans le Lot-et-Garonne. Un village du Grand Sud-Ouest où il fait bon vivre. On le sait car Guylaine Grivard a rendez-vous chez son coiffeur. La jeune femme n'a que 19 ans, mais est très coquette. Ce jour-là, elle va passer 2 heures au salon de coiffure. Il est au maximum 16h15 quand elle est pimpante pour rejoindre l'ami avec lequel elle a rendez-vous, et elle ne le rejoindra jamais. 2 jours plus tard, le 28 mai, son père Alain et le compagnon de la jeune Guylaine, prénommé Laurent, signalent sa disparition inquiétante aux gendarmes de la brigade territoriale de Fumel. Les 2 hommes se désespèrent d'avoir de ses nouvelles. Guylaine n'a pas de téléphone portable. L'usage est encore très rare à cette période. Il est donc impossible de savoir où elle peut se trouver. Dès lors, la brigade effectue des recherches sur le compte en banque de Guylaine. Aucun mouvement financier suspect. Un avis de disparition est lancé qui détaille sa tenue vestimentaire. Guylaine portait au moment de sa disparition un jean bleu, une veste bleue et à l'épaule un sac fourre-tout marron. Autour du cou, une petite chaîne en or affublée d'un pendentif représentant une petite tortue et au poignet, une montre. Le 2 juin, Michel et Bernard, 2 sapeurs-pompiers, font rebondir l'enquête. Les 2 hommes sont formels. Ils ont aperçu Guylaine Grivard le 26 mai après-midi à bord d'un véhicule Renault Trafic beige. Bernard l'aurait vu embarquer à bord, prise en autostop. Quant à Michel, il indique aux enquêteurs avoir vu monter dans la Renault Trafic, mais précise la présence de 2 hommes dans le véhicule. Le 26 juin, ces témoignages permettent au parquet d'Agen d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. De nouvelles investigations bancaires sont menées. Elles révèlent cette fois l'utilisation de la carte bancaire de Guylaine aux alentours de 18h le jour de sa disparition. Soit quelques heures après son passage chez le coiffeur. 3 essais de code infructueux ont été enregistrés. Aucun argent n'a été retiré, mais cette nouvelle donne laisse penser aux enquêteurs que sa carte bleue a pu lui être dérobée. Le motif de sa disparition est-il crapuleux ? Le 2 juillet 1994, un coup de téléphone retentit à la brigade territoriale de Fumel. Un cadavre a été retrouvé à Bournel, la commune voisine. Les gendarmes font immédiatement le rapprochement avec la disparition de Guylaine. Une fois sur place, les premières constatations révèlent la présence d'un cadavre de sexe féminin en état de décomposition. À ses côtés, un jean bleu.
Le corps est sommairement dissimulé dans une haie, coincé entre les arbres et un talus à la végétation dense. Il est en grande partie dénudé. Ses jambes sont repliées et écartées. Ses bras, enserrés dans une veste bleue, sont relevés au-dessus de sa tête. Sa poitrine est nue et autour de son cou, une ceinture serre la gorge. Immédiatement, tous les éléments sont placés sous scellés. Le cuir chevelu de la victime est aussi prélevé comme 2 vertèbres cervicales. La maman de Ghislaine est appelée, elle doit identifier le corps susceptible d'être celui de son enfant. À la morgue, elle reconnaît certains éléments, dont la montre de sa fille offerte l'an dernier. Manque seulement à l'appel le sac de Ghislaine, ses 2 cartes bleues, donc son chéquier, et sa chaîne en or avec son pendentif de tortue. Le 2 juillet, le légiste rend son examen. Ghislaine a bien été tuée par strangulation. Pour lui, la possibilité d'une relation sexuelle est probable. 2 jours plus tard, le parquet requalifie l'information judiciaire contre X pour meurtre. Pendant 2 ans, les enquêteurs de la brigade territoriale ne vont cesser de travailler sur la disparition de Ghislaine Grivard. Ses obsèques auront fait l'objet d'une surveillance accrue. La surveillance discrète de son entourage, de ses amis, l'exploitation de sa ligne téléphonique, aucune découverte probante n'a lieu. En 1996, les enquêteurs lancent donc un appel à témoins dans les médias. Mais toujours rien. L'information judiciaire est close en cette fin d'année 1996. Il faudra attendre presque 10 ans, en 2003, pour voir l'enquête relancée. Grâce au système de recoupement de données, les enquêteurs découvrent que le jour de l'enterrement de Ghislaine, un fourgon Citroën semblable au trafic beige décrit par les 2 sapeurs-pompiers qui pourrait correspondre à celui d'un certain Mohamed J, connu pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis en 1995. Pour la brigade territoriale, le profil pourrait coller. Mais après vérification, notamment de sa ligne téléphonique, la culpabilité de Mohamed n'est pas du tout établie. Encore un non-lieu prononcé dans cette affaire. Mais la justice n'abandonne pas. En 2010, le procureur d'Agen décide d'ouvrir une enquête préliminaire pour étudier de nouveaux spectres. Le 16 décembre, un nouveau rapport vient apporter enfin le saint Graal en matière probatoire, la présence d'un ADN sur le pantalon de la victime. C'est un ADN de type masculin, peut-être celui du meurtrier de Ghislaine. 3 ans plus tard, un laboratoire répond favorablement à la possibilité d'étudier les autres vêtements de la jeune femme. Sa veste, sa chemise et son soutien-gorge sont scrutés. En 2014, l'analyse ADN effectuée par le laboratoire quelques mois plus tôt a permis de découvrir la présence d'un 2e ADN, toujours masculin. La brigade territoriale recherche dorénavant 2 meurtriers présumés et leur ADN leur apprend un élément déterminant. Les grandes similitudes entre les 2 ADN laissent à penser à 2 individus issus d'une même famille. C'est alors que les enquêteurs vont faire le rapprochement avec une affaire familiale de viol commis en 1998 par 2 frères, Éric et Didier Buret. Cette année 2014 marque décidément un tournant dans l'affaire Ghislaine Grivard. L'un de ces meurtriers présumés a enfin un nom. Il s'appelle Didier Buret. Son ADN correspond à celui retrouvé sur le jean de Ghislaine. À l'époque des faits, Didier Buret travaillait comme chauffeur-livreur et effectuait ses tournées à bord d'un fourgon Ford Transit blanc. Les enquêteurs ont aussi listé ses lieux de déplacement, similaires à ceux de la procédure. Le péage de Damazan, le lieu de disparition de la victime. Bournel, là où le corps de Ghislaine a été retrouvé. Les différentes banques où les tentatives de retrait échouées avec la carte bancaire de la jeune femme ont été effectuées. Tout colle. Ce Didier Buret est un personnage inquiétant. Un précédent interpelle les enquêteurs. En août 1994, l'homme qui fait de l'autostop embarque au péage de Damazan dans une voiture. En cours de route, ce Didier demande au conducteur de s'arrêter pour uriner. De retour dans le véhicule, il le braque avec une arme à feu, lui tire dessus à 2 reprises et s'enfuit au volant de la voiture. Une tentative de meurtre pour laquelle Didier va être arrêté et condamné à 7 ans de prison ferme.
Une autre face, encore plus sombre de sa personnalité, va intéresser les gendarmes de la brigade territoriale. Lors de son incarcération, la grossesse de sa petite sœur fait l'objet d'un signalement. À 14 ans, la jeune fille dit être enceinte de son aîné Didier. De l'enquête résultent des viols à répétition pendant une dizaine d'années. Les permissions de sortie de prison ont favorisé sa récidive. Les tests ADN confirment la paternité incestueuse de Didier. Mais sa sœur n'est pas sa seule victime. Leur cousine avouera aussi à la police avoir subi le même sort que Sophie. Selon les deux cousines, Didier n'agissait pas seul. Son frère, Éric, les violait aussi, en sa compagnie. La fratrie de violeurs avait même un drôle de mode opératoire, semblable en tout point à celui décelé lors de la découverte du corps de Guylaine. Sophie et Estelle devaient s'allonger sur le dos. Ils agissaient à tour de rôle, chacun leur tour. Ils tenaient les mains au-dessus de la tête de leur victime pendant que la pénétration avait lieu. Didier et Éric Buret ne déshabillaient jamais complètement leur victime, seulement le bas du corps, comme pour Guylaine Grivard. En 2005, la découverte de la grossesse de la jeune sœur a déclenché un séisme familial, surtout pour la femme de Didier. Appelons-la Françoise, qui souhaite désormais divorcer. Mais le mari ne l'entend pas de cette oreille. Une violente dispute a éclaté alors, et pour la faire taire, Didier l'a abusée encore. Suite à l'enquête pour viol sur mineur avec ascendant, les gendarmes se présentent au domicile du couple pour embarquer Didier. Mais ils ne le supportent pas. À leur arrivée, Didier se donne la mort avec une arme à feu. En 2014, quand les gendarmes retrouvent le dossier judiciaire de Didier Buret, la messe est dite, il est mort. Pourtant, confondu par son ADN dans le meurtre et le viol de Guylaine Grivard. Reste une seule personne apte à comparaître face à la justice et à raconter les faits, son frère Éric. Il a été condamné, lui aussi, entre 2007 et 2009 pour les viols commis sur sa sœur et sa cousine. Il a fait 1 an de prison ferme pour ceci. Pour l'expert, son profil psychiatrique n'est pas de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. Sa dangerosité est considérée comme très faible, voire nulle. C'est pour ça qu'il a été relâché. Éric Buret n'est atteint d'aucune pathologie mentale lourde. Malgré de forts soupçons des gendarmes, les premières auditions des membres de la famille Buret ne vont pas se dérouler comme prévu. Les langues ne se délient pas et tous innocentent Éric. Personne ne le juge capable d'une telle atrocité. Pour eux, Didier est le vrai cerveau des deux. Pourtant, un élément va venir jeter le trouble. Lors d'une perquisition au domicile d'Alain Buret, l'un des autres frères de Didier et Éric, les gendarmes vont retrouver le pendentif tortu de Guylaine Grivard. Contre toute attente, Alain nie en connaître la provenance. Concernant ce bijou, aucune piste ne sera explorée par la justice. Le 23 septembre 2015, une perquisition en revanche est ordonnée, cette fois au domicile d'Éric, mais les gendarmes n'y trouveront rien de probant. Restent les faisceaux d'indices en leur possession. Ils placent donc Éric Buret en garde à vue. Déféré devant un juge d'instruction, il est mis en examen des faits de complicité d'enlèvement et de séquestration. Éric est placé sous contrôle judiciaire. L'intime conviction des juges les conduit toujours vers Éric Buret, comme second meurtrier potentiel de Guylaine. Faute de preuves, ils n'ont pas pu l'inculper sur ce chef-là. Pour trouver de nouvelles preuves, la justice va donc ordonner de placer sa ligne téléphonique et celle de ses proches sur écoute. Le 24 septembre 2015, une conversation entre la veuve de Didier Buret et la femme d'un autre frère est interceptée. 8 jours après, ils l'ont étranglée. Ils ne savent pas si elle a été violée. Il l'a violée après l'avoir étranglée avec sa ceinture. La veuve ajoute alors « La ceinture, je savais ». Ces éléments vont permettre à la chambre de l'instruction de rouvrir une nouvelle information judiciaire le 2 mars 2022. Le meurtre de Guylaine Grivard, 28 ans après la découverte de son corps, serait-il en passe d'être enfin résolu? La justice demande notamment de nouveaux examens décelés. Elle veut trouver une trace ADN susceptible d'appartenir à Éric Buret. Mais elle demande aussi de procéder sur le lieu de la découverte du corps à une mise en situation. Est-ce possible d'y placer un cadavre seul? Éric Buret doit être entendu de nouveau. Son audition portera sur l'exploitation des écoutes téléphoniques de son cercle familial qui devrait être entendu
également. L'avocat des membres de la famille de Guylaine Grivard, Édouard Martial, n'a pas souhaité commenter la réouverture du dossier. Éric Buret clame son innocence. La justice devra bientôt se prononcer et juger cette affaire, aujourd'hui vieille de 30 ans. Je voudrais remercier Jade Serrano qui nous a beaucoup aidé à préparer ce dossier. Dans un instant, nous allons poser quelques questions sur le procès qui devrait se tenir 30 ans après les faits. Pourquoi est-ce si important de rendre justice 30 ans après les faits? L'analyse de l'ADN relevée sur les scènes de crime va-t-il permettre d'apporter des réponses à ces de très nombreux cold cases? Nous accueillerons une spécialiste de la police scientifique, Claire Lyons, ingénieure principale, et un spécialiste des cold cases, fondateur de l'association Havane, aide aux victimes de cold cases, Benoît de Maillard. Dans un instant sur Sud Radio, réponse à toutes ces questions. À tout de suite. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi matin en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui sortira mi-décembre. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours. Et du rédacteur en chef de la revue, Victor Lefebvre, bonjour. Alors cette fois, nous ont rejoint deux spécialistes de la police technique et scientifique. Claire Lyons, tout d'abord, qui est avec nous, est ingénieure principale à la police technique et scientifique, spécialiste des questions liées à l'ADN. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais juste demander à Victor Lefebvre un point sur le procès des meurtriers présumés de Guylaine Grivard, cette jeune femme tuée le 26 mai 1994 dans un village du Lot-et-Garonne. Où en est la justice, Victor? Eh bien, l'avocat de la famille Grivard, maître Martial, a saisi le pôle Cold Case de Nanterre qui a été fondé en 2022. Et le 2 mars 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen a retoqué l'ordonnance de non-lieu prononcée le 7 mai 2021 à l'endroit du frère de Didier Buret, Éric, qui a été mis en examen dans ce dossier. L'enquête est donc rouverte depuis plus de 2 ans, mais elle s'annonce compliquée puisque des scellés ont été perdus, d'autres ont été détruits, donc l'instruction sera sans doute compliquée. Alors, cette instruction tient évidemment sur un fil, l'ADN. Et j'ai une question simple pour vous, Claire Lyons, pour les auditeurs, pour bien comprendre. L'ADN, on n'en a qu'un, c'est un peu la signature unique d'un individu. Oui. En fait, l'ADN... Chacun a l'ADN dans une cellule, c'est un peu la notice de montage de la cellule, un livre, et chacun a le sien. Alors il faut bien voir que tous les chapitres sont agencés de la même façon. Chaque chapitre, on l'a en 2 exemplaires, un exemplaire provenant de notre père, un exemplaire provenant de notre mère. Et au sein de ces chapitres, on a des zones qui sont certes différentes les uns avec les autres, mais on a des zones de ressemblance. Et on se base sur ces zones de ressemblance, effectivement, pour pouvoir avoir des outils nous permettant d'analyser des profils génétiques, ce qui va consister en fait à comparer des petites régions, donc des petites phrases de ce livre, qui vont pouvoir prendre plusieurs formes. Et on aura une forme qui viendra de notre père, une forme qui viendra de notre mère. C'est pour ça que chaque individu a son propre livre, et dans une famille, on partage, on va dire, pour vulgariser, des phrases en commun. D'accord. Entendu. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, avant de retrouver également un autre spécialiste des cold cases, je voudrais que vous nous expliquiez comment la police scientifique peut exploiter des années plus tard des traces sur un pantalon. Ça relève presque du miracle. Comment est-ce que se fait-il que cet ADN soit encore, si j'ose dire, exploitable? En fait, l'ADN, c'est une molécule qui est relativement stable, pour peu qu'elle soit conservée dans de bonnes conditions. Donc, il faut qu'elle soit conservée à l'abri de la lumière, parce que les UV dégradent l'ADN, et à l'abri de l'humidité, parce que en cas de présence de moisissures, ces moisissures vont se nourrir de l'ADN présent pour croître. Donc, si une pièce à conviction est conservée dans de bonnes conditions, donc de température et d'hygrométrie, à l'abri de la lumière, l'ADN va être stable des dizaines et des dizaines d'années.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on retrouve Benoît Demaillard. C'est un spécialiste des cold cases, un policier également, fondateur de l'association Havane, aide aux victimes de cold cases. Et je voudrais lui demander, il y a de nombreuses affaires non élucidées aujourd'hui au pôle cold case de Nanterre. Est-ce que l'on peut dire que les progrès de la science ouvrent un véritable espoir pour de nombreuses familles qui attendent la vérité sur un crime, sur un proche depuis des années? Benoît. Oui, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, les progrès de la science peuvent aider à résoudre des cold cases, mais ce n'est pas les seuls facteurs qui peuvent aider à résoudre des cold cases, et aussi les témoignages qui peuvent arriver bien des années plus tard. C'est toujours un petit peu le mythe de la science contre le crime, et ce n'est pas toujours la science qui gagne, malheureusement. Déjà, parfois, il y a des cold cases où il y a assez peu de tracés indices, et donc finalement pas grand-chose à exploiter. Et puis il y a d'autres cold cases où il y a des scellés qui sont perdus, il y a des scellés qui ont été détruits, et donc c'est pas toujours les traces ne sont pas toujours présentes sur les cold cases. D'accord. Alors vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est l'association Havane que vous avez fondée, qui est destinée aux victimes qui sont en souffrance depuis des années et qui attendent la solution d'un cold case. Dans un instant, on va parler de ces affaires qui pourraient être solutionnées des années après grâce à la police technique et scientifique et en particulier à l'analyse de l'ADN. Et nous vous demanderons tout ce que racontent les traces d'ADN relevées lors d'un crime. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire, l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Nous sommes toujours d'ailleurs en compagnie de son rédacteur en chef, Victor Lefebvre, et de Jean-Marie Bordry qui nous fait la gentillesse de nous accompagner. Mais je suis toujours ravi d'être avec samedi. vous, et en plus vous nous présentez des sacrés experts. Alors, nos deux invités aujourd'hui sont Benoît Demaillard, ancien policier spécialiste de cold case, fondateur de l'association Havane, qui est une association d'aide aux victimes dans les dossiers de cold case, et Claire Lyons, ingénieur principal à police technique et scientifique. Benoît Demaillard, j'ai envie de vous demander quelle est la vocation de Havane, et puis je vous poserai d'autres questions ensuite. Alors l'association Havane, c'est l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées. Nous avons deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'améliorer le traitement des cold cases en France. Et le deuxième, de manière plus spécifique, nous allons répondre aux demandes des familles de victimes qui souhaitent relancer une affaire non élucidée. D'accord. Très bien, très clair. Je voulais vous demander, l'examen attentif des traces ADN dans de nombreuses affaires criminelles permettent donc, selon vous, de régler combien d'affaires criminelles? Si on ne peut pas avoir de chiffre exact, évidemment, une proportion. Est-ce que vous pensez que retrouver des traces ADN permettrait de solutionner quelle proportion d'affaires non élucidées? C'est difficile déjà de savoir le nombre d'affaires non élucidées exactement. On a pu lister avec l'association Havane et le pôle passionné environ 400 cold cases en France. On a Romain Diverès, le responsable du pôle passionné. À partir des sources ouvertes, il a pu créer une carte interactive que l'on peut retrouver sur le site association-havane.fr. Ouais. Et sur ces 400 cold cases, maintenant on se pose la question, dans combien de cold cases on va avoir des scellés et pourquoi pas des traces ADN à exploiter. D'accord. Alors, Claire Lyons, je voudrais vous poser une autre question. J'ai vu dans un grand nombre d'affaires, justement, qui remontent à la surface de l'actualité, que souvent, notamment dans les disparus de l'Isère, on parle d'un ADN de parentèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi ça fait référence? Alors déjà, on va faire, tout à fait. Alors déjà, on va faire un petit peu de sémantique. Oui. Parce que là, l'ADN de parentèle, en fait, en généalogie, c'est une personne qui a un lien de parenté avec une autre personne, en fait. Donc, plus ou moins éloignée. En criminalistique, la parentèle, c'est la recherche d'une personne, de l'identité d'une personne disparue par des personnes encore vivantes. C'est un terme aussi générique pour ces méthodes qui consistent à rechercher des personnes ayant des liens entre elles. Ce qu'on utilise en criminalistique à l'heure actuelle, c'est la recherche en parentalité, qui est en fait, telle que définie à l'article 706-56-1-1 du Code de procédure pénale, en fait, c'est une recherche de parentèle, mais de parentèle en ligne directe.
D'accord. C'est-à-dire que dans le fichier, parmi tous les individus en fait qui ont été enregistrés, lorsque l'on a une trace non identifiée, donc qui ne matche ni avec les individus présents, ni à l'international avec les bases partenaires, notamment dans le cadre du traité de Prüm. On échange à l'heure actuelle avec 27 bases partenaires européennes. On va pouvoir, sur la base des ressemblances dont je parlais tout à l'heure, entre un ADN dont la moitié provient du père et dont la moitié provient de la mère, rechercher à partir de cette trace inconnue toutes les personnes, tous les individus dans la base qui pourraient présenter ces caractéristiques ayant la moitié de chacune des marqueurs Est-ce qu'il y a dans notre trace inconnue. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur dans cette méthode ou elle est infaillible à 100%? C'est-à-dire que si vous décelez une ressemblance entre mon ADN et celui d'une autre personne, je suis forcément son parent? Alors, dans la mesure où l'on ne travaille qu'avec les marqueurs que l'on enregistre au FNAEG, qui sont au nombre de 23 marqueurs obligatoires à l'heure actuelle, on a trop peu de marqueurs pour partir sur des liens de parenté qui soient très éloignés. Or, au-delà du premier degré, donc des ascendants, des descendants directs, ou des frères ou des sœurs. Et encore, pour les frères et sœurs, il faut que, quand les parents transmettent leur patrimoine génétique, si l'on doit avoir des frères ou des sœurs dans notre liste de candidats, il faut qu'ils aient transmis, entre guillemets, la même moitié de leur patrimoine génétique à plusieurs de leurs enfants. D'accord. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va rechercher des individus candidats qui peuvent tous génétiquement, sont filles au seul profil génétique, avoir les caractéristiques d'ascendant ou de descendant direct. C'est très précis. C'est un élément d'identification. Enfin, c'est pas un élément d'identification, c'est un élément de recherche. Et il va falloir, sur chacun des candidats, un travail d'enquête classique, conventionnel, pour effectivement déterminer... Mais en revanche, c'est jamais arrivé, par exemple, que cette méthode vous dise « il est un parent de cette personne » et qu'en fin de compte, on se rende compte après enquête que c'était faux? Alors, a priori, non. Il faut, quand on fait cette recherche, donc sur maximum nos 23 marqueurs dans la base, on remonte des listes de candidats où on a plusieurs centaines de candidats. Donc autant de faux positifs. D'accord. Voilà. C'est-à-dire sur le nombre de marqueurs que l'on utilise, n'a pas d'identification. D'où le besoin d'un travail d'enquête que vous faites. Absolument. Derrière, on fournit la liste des candidats au directeur d'enquête et l'enquête conventionnelle, en croisant les données, va permettre de trouver ou pas. Ouais, tout à fait. À l'heure actuelle, sur la méthode, on a à peu près 5%, on va dire, d'identification suite à l'utilisation de la recherche en parentalité. 5%, c'est pas un gros chiffre. Hein. Vous pouvez nous donner un exemple d'affaire Victor où un test ADN a permis de trouver la trace d'un parent, d'un criminel, ou permettre en tout cas aux enquêteurs de remonter vers le criminel? Oui, il y a eu plusieurs cas, on va en citer deux puisque la liste est longue, mais vous en avez parlé, les disparus de l'Isère. Donc c'était 9 disparitions ou meurtres d'enfants dans les années 80 et 90. Un homme d'une 60aine d'années a été identifié grâce à l'ADN tout récemment, fin novembre. Il a été arrêté et placé en garde à vue à Grenoble pour le meurtre de 2 adolescentes en 88 et en 2000. Une autre affaire également, l'affaire Élodie Kulik. C'était le 12 janvier 2002. Le corps de cette jeune banquière de 24 ans est retrouvé calciné dans une petite commune de la Somme. La jeune femme a été violée puis brûlée. Et sur les lieux du crime, plus de 700 prélèvements ADN ont pu être effectués, mais la science à l'époque ne permet pas d'identifier les coupables. Et ce sera 10 ans plus tard, donc grâce à la technique de l'ADN par parentalité, qui permet de retrouver les bourreaux d'Élodie Kulik. Alors, Benoît de Maillard, on voit que dans un certain nombre de dossiers criminels, les enquêteurs vont trouver la solution parce qu'ils ont enfin l'ADN d'un meurtrier dans un fichier. On pourrait se demander pourquoi la police ne pourrait pas accéder à des fichiers plus importants. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que je pense à tous ceux qui ont fait leur test ADN pour se trouver des ancêtres et savoir d'où ils venaient. Ce sont des gens qui, sur la base du volontariat, ont donné en quelque sorte leur ADN à Google la plupart du temps. Et pourquoi est-ce que finalement on ne pourrait pas autoriser les enquêteurs à accéder
accéder à cette base? Et je poserai la même question à Claire Lyons. Tout simplement parce que c'est interdit par le code pénal. Vous pouvez effectivement assez facilement faire un test ADN sur Internet. Ça va vous coûter à peu près 30 $, et Ouais. vous risquez une amende de 3 750 €. Amende Donc, qui c'est n'est pas- jamais donnée aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas donné, mais en tout cas, ça reste un délit. Vous pouvez bien sûr faire le test sur Internet et obtenir des informations à partir des données génétiques que vous avez transmises. Ça a déjà quand même été utilisé, notamment par le pôle des crimes sériels non élucidés et l'Office central de répression des violences aux personnes, pour le cas d'un violeur en série. Et ils sont passés pour cela par le FBI, qui a fait une demande finalement dans les bases de données récréatives, et ce qui a permis de remonter jusqu'à un potentiel suspect. Alors, Claire Lyons, bon, la réponse sera la même, c'est-à-dire c'est le code pénal qui l'interdit, mais est-ce qu'il est vrai qu'à partir d'un peu d'ADN, on peut tout savoir d'un criminel? J'ai lu ici ou là, et j'aimerais bien que vous nous fassiez la part du vrai et du faux, que dans l'ADN, on sait la couleur des yeux, la taille, l'âge, des choses très importantes pour ne serait-ce qu'établir un portrait robot. Est-ce que c'est vrai ou c'est de la fiction, ça? Alors, il y a une partie réelle, une partie fiction. C'est-à-dire, pour ce qui est du portrait robot, on utilise depuis 2014, donc, dans le cadre d'une jurisprudence, ce qu'on appelle le portrait robot génétique. Mais le portrait robot génétique ne porte que sur quelques caractéristiques physiques. La couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la présence ou non de taches de rousseur et, chez les hommes, la prédisposition à la calvitie. D'accord. On parle en plus en termes de prédiction, donc d'observer telle ou telle caractéristique par rapport aux Oui. données. Hmm. Donc ça, on l'utilise actuellement depuis 2014. D'accord. Pour ce qui est de l'âge, pour ce qui est de la taille, il y a énormément de phénomènes aussi épigénétiques, donc qui viennent en plus du simple ADN, Ouais. qui font que pour l'instant, les tests qui sont faits ne sont pas fiables. On n'a pas D'accord. de Très fourchette clair. suffisamment restreinte. Voilà, pour pouvoir. En tout cas, les chauves seront ravis de découvrir que leurs cheveux étaient condamnés dès le début. Voilà, c'est ce qu'on aura appris. Voilà. Alors, on va revenir dans un instant avec vous, Claire Lyons. On a tellement de choses à apprendre sur l'ADN, c'est absolument incroyable. On va se demander comment la justice aussi réagit et agit à partir de ces preuves qui sont scientifiques. Est-ce que les traces ADN font toujours la loi dans les prétoires? On se pose la question tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Toujours ensemble, jusqu'à 13h, nous parlons de l'actualité de la justice, de la police, des faits divers et des faits de société. C'est votre rendez-vous, l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Toujours avec Jean-Marie Bordry. Toujours. Et Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane. Rédacteur en chef de la revue. Et toujours avec nous, Claire Lyons, ingénieure principale à la police technique scientifique qui parle d'or et nous raconte énormément des secrets des enquêtes de l'ADN. Et Benoît de Maillard, qui est spécialiste des cold cases et fondateur de l'association Havane. Nous parlons donc de toutes ces affaires criminelles qui pourraient être aujourd'hui solutionnées grâce au progrès de la police technique et scientifique. Benoît de Maillard, on a beaucoup parlé du travail des techniciens de la police technique et scientifique, de l'importance des scellés, des analyses. Je voudrais maintenant vous demander comment sont accueillies ces analyses dans les tribunaux. On parle souvent de preuves scientifiques, mais est-ce que les résultats d'analyse d'ADN sont perçus comme des preuves dans les tribunaux? Dans le code de procédure pénale qui dit que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser l'ADN avec un petit effet pervers quand même. Depuis quelques années, on constate qu'il y a ce qu'on appelle le CSI effect. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on a été bercés par la série CSI, les experts, au début des années 2000. Ce qui fait que dans les tribunaux, parfois, les jurés ont tendance à attendre beaucoup, voire beaucoup trop, des scientifiques. Ils ont tendance à attendre que la trace, finalement, permette de déterminer un scénario, un auteur avec certitude. Et on s'aperçoit que c'est bien sûr pas du tout le cas. Et donc, il y a des limites, finalement, à la preuve ADN. Il faut qu'elle soit interprétée. Et il faut bien sûr une enquête classique pour établir un scénario plus précis
de ce qui s'est passé dans l'affaire criminelle. D'accord, très clairement. Alors, c'est quand même intéressant de voir que aujourd'hui, la police technique et scientifique existe. C'est quand même une nouveauté relativement récente. Hein, si on est à l'échelle de la police, c'est quand même il y a une quarantaine d'années, grosso modo. Et j'ai l'impression quand même que le brassard de police cède progressivement la place à la blouse blanche du scientifique. La preuve, Claire Lyons, vous êtes ingénieur principal. Pour revenir sur les 40 ans de police scientifique, non. Le premier laboratoire a été ouvert par notre père à tous, monsieur Edmond Lancard, il y a 100 ans. Sur d'accord. Donc, la police scientifique, effectivement, et avant lui, il y avait eu monsieur Alphonse Bertillon. Voilà. D'accord. Donc, effectivement... Bon, enfin, c'était les balbutiements, on va dire. Les pionniers. Les pionniers, ouais. De l'identification individuelle, de l'identification des criminels par les traces qu'ils ont laissées. Effectivement, mais l'ADN, l'exploitation de l'ADN, ça date de combien de temps maintenant? Ça, c'est les années 80. C'est voilà. ça, Jeffreys. Et voilà, qui... Très bien. En tout cas... Alors, en tout cas, aujourd'hui, la police technique et scientifique, ça représente combien de fonctionnaires de police, combien d'agents qui peuvent faire autorité, puis qui font ce qu'on appelle les scènes de crime, c'est-à-dire qui viennent relever tous les indices sur une scène de crime. Alors, on n'est pas très très nombreux. Hein. On est 4000 agents répartis sur le territoire et à l'outre-mer, dont 1200 dans les laboratoires et au service central du SNPS. D'accord. Est-ce que, d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que la police scientifique est assez équipée? Est-ce que vous sentez que vous êtes un peu en surchauffe ou vous êtes plutôt un service confortablement doté? On est comme tout le monde, hein. On a des flux entrants qui ne cessent d'augmenter. Oui. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la police scientifique. Donc, on a de plus en plus... Enfin, voilà, on a su évoluer et adapter tous les progrès techniques que la science mettait à notre disposition. Le crime aussi s'est développé. Donc, au départ, je parle notamment pour l'ADN, au moment où le fichier est créé, le FNAG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, est créé en 1998, son champ d'application était limité aux affaires à caractère sexuel. À l'heure actuelle, on a 190 infractions dans le champ d'application du FNAG. Parce que ça a été élargi d'abord aux autres atteintes aux personnes, puis aux atteintes aux biens, et notamment maintenant avec la délinquance du quotidien. Donc effectivement, il y a 20 ans, quand je suis arrivée à Toulouse au laboratoire, on avait une centaine d'affaires par mois. Aujourd'hui, c'est même pas le 10e de ce qu'on rentre par jour. Oui, d'accord. Donc vous en avez 1000 par jour, si je comprends bien, quasiment. Et on rentre les affaires. Donc voilà, les équipes qui étaient des équipes d'une quinzaine de personnes sont maintenant des équipes de 70 personnes. Oui, c'est un nouveau champ et vous allez continuer à vous déployer. J'ai une autre question qui concerne l'innovation, tout simplement. On est en pleine révolution, notamment informatique, avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous commencez à penser à certaines choses dont vous êtes techniquement incapable aujourd'hui, qui vous seront peut-être possibles dans 10 ou 15 ans? J'ai pas de boule de cristal, donc voilà. Nous, effectivement, on se tient là au SNPS, on fait de la veille technologique, on a des pôles développement. Hein. Là, on travaille surtout en ce moment sur tout ce qui est reconnaissance faciale, justement avec l'intelligence artificielle. Donc il y a des avancées en ce moment même. Toutes ces avancées, sachant qu'après, il faut qu'on soit toujours en accord avec la loi. Le cadre législatif reste... nous sommes tenus, contraints par le cadre législatif. Bien sûr. C'est comme avec les drones, c'est le même problème. Ouais. Notamment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Benoît de Maillard. Voilà, l'article 226-28 du Code pénal concernant les tests ADN récréatifs. Voilà, on est contraint. Vous ne les faites pas, bien sûr. Alors, il y a quelque chose quand même qui peut expliquer qu'on procède à de très nombreuses maintenant expertises ADN et que la police technique et scientifique en a une partie des moyens. C'est que les coûts aussi des analyses ont beaucoup baissé depuis 40 ans, non? Alors,
ils ont baissé au moment où on a commencé à passer à une échelle de masse, on va dire. Ouais. On a commencé à vraiment automatiser un certain nombre d'étapes analytiques. Ça, c'était sur 2005, entre 2005 et 2010. Donc oui, on a eu une baisse des coûts. À l'heure actuelle, c'est assez équilibré. D'accord. Est-ce que, petite question pour les auditeurs que ça intéresserait, ce métier que vous faites exige évidemment une formation particulière. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la filière police classique pour accéder à ces profils ou est-ce qu'on vient par la porte de la science? On arrive comme policier scientifique par la porte de la science. D'accord. C'est-à-dire que pour être expert en empreinte génétique, ce que j'ai été pendant plus de 10 ans, il faut minimum un bac plus 5 en génétique, avoir 5 ans après l'expérience en laboratoire pour pouvoir prétendre à être inscrit sur une liste d'experts et on a en plus l'obligation que notre dossier soit habilité par la commission d'habilitation en empreinte génétique du ministère de la Justice. Merci beaucoup Claire Lyons, merci d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier aussi Benoît Demaillard d'avoir été également l'invité de Affaires dans l'affaire. À propos de Cold Case, je vous signale que nous aurons un invité tout à fait exceptionnel le 4 janvier, Jacques Dallès, qui est l'ancien procureur, qui est responsable de la création, enfin qui est à l'origine de la création du pôle Cold Case de Nanterre. Ce sera l'occasion de revenir sur les affaires en cours ou les affaires qui ont été traitées, qui ont été solutionnées et de s'intéresser à la manière dont elles ont été prises en compte par le pôle Cold Case de Nanterre. Parfait. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la revue Affaires criminelles, la lire bientôt. On vous en parlera la semaine prochaine. Merci tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi entre 12h et 13h pour une nouvelle Affaire dans l'affaire. Tout de suite, Alain Marty nous amène sur les routes des vins de France. On parle de quoi aujourd'hui? Écoutez, le raisin dans tous ses états. Juste après les informations, ce sera entre le Beaujolais et l'Armagnac. Vous saurez tout. À tout de suite sur Sud Radio. Merci à tous.